Chers spéculateurs, bonjour et bienvenue dans cette vidéo hebdo du samedi. Donc on va commencer comme d'habitude la vidéo par une analyse du marché des cryptos. On a un potentiel point d'inflexion qui est en train de très proprement se mettre en place à la fois sur le Bitcoin, l'Ethereum et l'EOS. Je vais vous montrer exactement sur ces trois actifs le pivot qui doit être cassé. Ça va être une cassure qui devra être attendue en simultané sur ces majeurs, sur ces cryptos majeurs. Et si ce signal est enregistré, là on aura le rebond, ce sera le top départ du rebond à court terme et je vous expliquerai dans quel cycle long terme ce petit rebond est en train de s'inscrire et ce qu'il faudra surveiller à l'avenir. Donc ça c'est la première chose très importante pour tous ceux qui suivent les cryptos. Dans la deuxième partie de la vidéo, on va faire une analyse du sentiment de marché. Au final, le mois de juillet, vous le verrez, il n'y a qu'un seul indice boursier dans le monde entier qui a clôturé sur le fameux signal de bull market qu'on s'attendait à voir sur beaucoup plus de places boursières. Et donc voilà, on verra dans quelle proportion cela remet en cause nos attentes pour le mois d'août et les prochains mois. Et enfin, un joli cas pratique d'un trade qui a lieu actuellement sur le marché Euronext. Et là, encore une fois, l'idée, c'est de vous expliquer l'approche d'un spéculateur. L'approche d'un spéculateur, le risque par trade, les probabilités, les contextes de trading, bref, l'idée c'est de vous faire un mini cours avec un petit cas pratique pour que vous ressortiez plus confirmé tout simplement de cette vidéo du samedi. Mais avant cela, je vais simplement vous rediriger vers un article que j'ai écrit cette semaine. J'ai tourné aussi au format vidéo qui s'appelle « Comment vivre sans vie en une seule vie en se servant de l'outil boursier ». Je ne sais pas si vous vous rendez compte un petit peu, mais moi, en tout cas, la génération dans laquelle je suis, j'ai l'impression que tout est axé sur le transhumanisme, sur l'allongement de l'espérance de vie, le fait de devenir un homme, en fait, qui va vivre plus longtemps. Donc, effectivement, on est dans une époque où l'espérance de vie mondiale de l'humanité s'allonge. On est ancré dans une course effrénée pour essayer de vivre, je sais pas moi, 150 ans, 200 ans et peut-être même 1000 ans. Et pourquoi ne pas atteindre la vie éternelle? On ne peut pas le savoir. Mais si on retourne un petit peu cette problématique à l'inverse, pourquoi est-ce que l'on veut vivre 1000 ans si au final, en une vie, on peut vivre l'équivalent d'une vie qui dure 85 ans, c'est notre espérance de vie. Si on pouvait en une vie vivre l'équivalent de ce que quelqu'un va mettre 1000 ans à vivre, pourquoi vouloir vivre 1000 ans? Et justement, dans ce trader mindset, au final, je vais vous expliquer pourquoi il y a une toute petite partie de la population qui n'a absolument pas l'envie de vivre 200 ans, 500 ans ou 1000 ans parce qu'elle est capable de vivre en une vie l'équivalent de 10, 50 ou même parfois 100 vies. Donc ça, c'est vraiment un trader mindset qui, à mon sens, fait toute la différence entre ceux qui accomplissent des trucs de dingue en une vie, c'est-à-dire ils se retournent et regardent dans le rétroviseur et se disent « mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est un truc de malade, j'ai fait tout ça. » Et quand leurs voisins, eux, regardent dans le rétroviseur, ils se rendent compte qu'ils ont une vie qui a été ultra plate et monotone. Donc, je vous encourage vraiment à cliquer sur le lien qui se trouve en descriptif de cette vidéo pour aller lire ou regarder tout simplement la vidéo. Je vous ai fait une adaptation en vidéo pour ceux qui n'aiment pas lire de ce trader mindset. Il vaut vraiment la peine. Allez, on est parti pour l'analyse du marché des cryptos avec l'Ethereum. Donc l'Ethereum, vous le voyez sur la gauche, la grosse image, le gros cycle long terme en mensuel. Donc on est toujours en train de dessiner une petite consolidation là qui serait vraiment très propre. Si les cours pouvaient remonter là sur le pivot, ensuite consolider, ensuite casser et là boum. Là, ce serait un endroit idéal pour placer quelques billes et surfer la prochaine vague de cet énorme cycle de hausse qui, s'il se met en place, devrait durer entre 2 et 4 années. Sur la droite, on voit l'Ethereum, le dessin de la base qu'il est en train de construire. Vous le voyez, on a ce point d'inflexion ici qui est en train de se mettre en place. Donc, un rebond est attendu et ce rebond doit être déclenché. Je vais vous passer ça en journalier par tout simplement le signal technique. C'est une cassure
de ce double creux. Un double creux, c'est le point d'inflexion chartiste qui permet qui dessine les retournements de tendance. Donc là, il faut qu'on vienne simplement clôturer au-dessus de ce pivot et on aura un signal de reprise, un signal d'achat. Pour le moment, il n'y a pas eu de clôture au-dessus, mais vous le voyez, les fluctuations des cours de bourse là sont en train de se resserrer. Donc là, si au cours des prochains jours, là, ça pouvait faire quelque chose comme ça et qu'on ait la clôture au-dessus, là on aurait probablement un puissant rebond vers le haut du range et vous voyez que là ce puissant rebond il s'intégrerait en hebdomadaire tout simplement dans cette consolidation. Donc on viendrait chercher ce haut là. Donc sur l'IOS maintenant. Alors, où es-tu? IOS, c'est le même genre de configuration. Vous le voyez sur la gauche en mensuel. On est dans une reprise de cycle long terme. On peut aller chercher très très haut. Là, on a du 140 $, alors qu'actuellement, ça cote quoi? Ça cote autour de 4 $. Donc voilà, on est sur une zone de support en mensuel, on s'attend à un point d'inflexion ici en mensuel, que ça vienne construire une belle petite base de continuation de tendance. Et là, vous le voyez en hebdomadaire, on a ici là ce qu'on appelle un doji suivi de 2 séances de 2 semaines de consolidation. Donc là, c'est vraiment un point d'inflexion qui est en train de se mettre en place. Et pour aller voir un petit peu la tronche de ce point d'inflexion, on descend sur une unité de temps en journalier et on se rend compte qu'on a un double creux. Alors vous le voyez ici, on avait déjà ce premier petit double creux sur une échéance très brève qui avait été construit. On a eu une première cassure ici. Finalement, c'est un double creux un petit peu plus long qui est en train de se construire. Donc on s'attend tout simplement à ce que là, si ça fluctue dans ces proportions et que ça vient casser, on est notre vrai gros signal de reprise, de rebond. Et normalement, ce signal devrait être observé en même temps, plus ou moins au même moment, à la journée près, sur l'EOS, sur l'Ethereum, sur le Bitcoin et sur d'autres grosses majeures. Je vous rappelle, c'est un peu comme sur les indices internationaux, quand on a un signal isolé, que ce soit à la hausse ou à la baisse, sur, je sais pas moi, sur le CAC 40, alors que sur tous les autres indices boursiers du monde entier, on n'a pas le même signal. Ce signal est à vraiment à prendre avec des pincettes. Il y a plus de chances pour qu'il soit invalidé que validé. Par contre, quand sur tous les indices boursiers internationaux, on a un même signal plus ou moins au même moment dans le même sens, là, c'est quelque chose de très très fort. Donc là, vous voyez que ce double creux que vous avez vu sur l'Ethereum, que vous voyez ici sur l'IOS et que je vais vous montrer aussi sur le Bitcoin contre l'euro, s'il venait à se valider par une clôture au-dessus de tous les pivots que je vous ai montrés, on aurait un puissant signal de reprise de tendance, en tout cas de reprise de tendance à très court terme, et cette tendance s'inscrirait encore une fois dans une consolidation plus moyen terme en hebdomadaire avec un retour ici sur des niveaux plus à la hausse et une consolidation avant un vrai gros signal. Le vrai gros signal que moi j'attends personnellement pour prendre pour faire ma prise de position sur le moyen long terme sur le cycle des cryptos. Donc du coup, on va finir par le Bitcoin. Le Bitcoin, vous le voyez, en mensuel, on est toujours sur cette résistance qui est proche des plus hauts historiques du Bitcoin. On est en train de tutoyer les plus hauts historiques. Donc là, une consolidation. Si le bull market est vraiment installé, là, normalement, ça devrait faire ça. Donc ça devrait consolider tranquillement. Et puis, boum, une cassure et une nouvelle accélération. Donc cette consolidation, alors là, on peut carrément supprimer tout ça puisque là, on a vraiment notre point dur. Donc, cette consolidation, on la voit en hebdomadaire. Elle est censée se former sous cette histoire-là. C'est-à-dire qu'on a un pivot ici sur les plus hauts qui devrait servir à nouveau de résistance. En cas de rebond à court terme, on devrait aller chercher ce niveau de pivot. Puis après, les cours devraient se tasser. Et là, boum, breakout, prise de position. Donc, à plus court terme, vous le voyez qu'ici, on a ce point d'inflexion qui est en train de se former. Donc, on va aller voir en journalier à quoi ça ressemble. Et là, boum, magie, vous voyez qu'on a ce qu'on appelle un double creux. Je vais vous le tracer si vous n'arrivez pas à le voir là. Un premier creux, un deuxième creux. Donc là, on a le pivot. Donc là, idéalement, tac, tac, boum. Donc là, l'idée, c'est pas que les cours partent comme ça. Quand ça part direct comme ça,
Et si on a déjà eu une grosse hausse comme là, une hausse assez significative au préalable, si ça continue à partir comme ça, en général, le mouvement qui part là va se dégonfler aussi très rapidement. C'est pour ça que c'est un peu comme un marcheur en montagne. Les cours de bourse, pour qu'ils évoluent de manière saine, il faut qu'ils évoluent comme un escalier, marche après marche. Donc là, si on a une grosse marche à franchir, là, puisqu'on a fait une grosse marche, il faut que ça consolide et qu'ensuite on puisse franchir une nouvelle grosse marche. Quand on va trop vite, quand on s'affaire à monter des escaliers à grandes enjambées, ok, à très court terme, on peut en monter beaucoup, hein, des marches dans l'escalier, mais sur 10 ou 15 minutes, vous êtes mort, hein, vous n'allez pas arriver très haut. Alors que si vous y allez tranquillement, marche après marche, vous pouvez monter des escaliers comme ça pendant plusieurs heures, pendant plusieurs jours, et au final, eh bien, la différence, c'est que vous aurez fait 10 fois plus de parcours que quelqu'un qui a essayé de les monter en sprint. Donc voilà, c'est pareil, hein, si ça peut vous donner une image, hein, des marchés financiers. C'est pour ça que j'aime toujours vous montrer, vous tracer ces petits flèches là comme ça de consolidation à chaque fois qu'on a une vague impulsive. Il faut qu'on la digère et puis après on est prêt à accueillir une nouvelle vague impulsive. Analyse du sentiment de marché, on est parti sur le SP500 en mensuel, donc l'indice leader américain. On a clôturé ici le mois de juillet sur un plus haut historique, sur une séance mensuelle plus haut historique. Mais là, vous le voyez, dès le mois d'août, on est en mode invalidation puisqu'on est en train de revenir à l'intérieur du range. Donc cette barre va fluctuer pendant tout le mois d'août. Donc on saura à la fin du mois d'août sur l'unité de temps mensuelle si le signal de hausse de bull market qui a été lancé au mois de juillet est validé ou invalidé. Si ça casse en dessous, si ça vient reclôturer en dessous, ce sera invalidé en mensuel. Maintenant, à droite, on est en hebdomadaire sur les fluctuations un petit peu plus court terme. Vous le voyez, on a toujours ce canal haussier hebdomadaire qui fait office de référence sur le tempo, la dynamique de la tendance. Donc là, on se dirige probablement vers le bas de ce canal avant une réaction de la part des acheteurs. On va aller voir maintenant ce qui se passe du côté du Nasdaq. Hop, le Nasdaq est dans la même situation, vous le voyez en mensuel. On n'a pas eu la clôture, on est vraiment sur les niveaux. Donc mois de juillet, on n'a pas eu ce signal de bull market, on n'a pas eu la clôture au-dessus. Par contre là, effectivement, mois d'août, on est reparti sur un scénario de range. Et je vous rappelle que dans un range, qu'est-ce qui se passe quand on arrive sur le haut du range et que ça se renverse, on vise davantage le bas du range. Puis quand on est en bas du range, on vise davantage le haut du range. Pourquoi est-ce que je vous ai mis cette flèche-là en plein milieu sur le mensuel? Tout simplement parce que là, vous le voyez, à droite en hebdomadaire, on a le canal haussier hebdo qui passe à peu près sur les milieux. Donc là, on devrait avoir une réaction de la part des acheteurs. Donc, est-ce que les acheteurs vont reprendre la force avant de relancer la tendance ou est-ce que les vendeurs vont être un petit peu plus forts et lancer le mouvement jusqu'au bas du range, donc jusqu'ici? Affaire à suivre. On le saura au cours des prochaines semaines. En tout cas, ce que nous disent les indices américains, c'est tout simplement qu'il faut être prudent au cours des prochaines semaines, du mois d'août. Là, on a une correction qui est en train de se mettre en place. Est-ce qu'elle sera de forte amplitude ou non? On n'en sait rien. L'avenir nous le dira. Je vous le répète, mais on a une approche statistique de la bourse et non une approche prophétique. Donc voilà, on prend les positions quand on a des opportunités qui se présentent sur nos screeners. Là, depuis cette semaine, les screeners, ils se sont vidés, il n'y a plus rien. Il faut simplement manager les positions qu'on a déjà. Et quand on a pris les positions avec un bon money management, avec un bon risque par trade et une bonne exposition au risque, on n'a absolument pas à se soucier des corrections de marché. Ça fait partie des cycles. On a des cycles de hausse, de baisse. Il y a des moments où on gagne beaucoup, des moments où on gagne correctement et des moments où on gagne rien et des moments où on perd. Et pendant ces moments où on perd, il faut qu'on ait vraiment défini à l'avance exactement ce qu'on est prêt à perdre pour que si, par exemple, là, on part dans une correction qui soit très forte, on sache exactement ce qu'on va perdre et qu'on soit à l'aise avec ça. C'est en cela que l'activité de spéculation est une activité que l'on doit voir à long terme puisque on ne peut pas passer au travers des corrections de marché, ce n'est pas possible, sauf si vous êtes capable de lire l'avenir. À ce moment-là, allez jouer les chiffres du loto, ce sera beaucoup plus rapide que de lire les lignes de la main des cours de bourse. Bref, on s'est compris. Bon, on va aller voir un petit peu maintenant ce qui se passe du côté du marché européen avec le CAC, petite et moyenne capitalisation.
En mensuel, vous le voyez, hein, on est venu tutoyer le haut là, de ce range. Donc là, ce mois-ci, là, le mois d'août qui a commencé il y a quelques jours, on est en train de revenir sur le bas du range. Donc on est toujours sur une situation de range ici entre les deux bornes en mensuel, hein, sur le CAC petite et moyenne capitalisation. Et à droite, on a la vue hebdomadaire avec 4 fois plus de barres. Hein. Vous voyez qu'on a ce mois d'août qui commence tout simplement avec une belle semaine baissière. Donc probablement on va aller chercher cette zone-là au cours du mois d'août. Ensuite, le CAC 40 avec dividendes bruts réinvestis. Idem, hein, au mois de juillet, on n'a pas eu cette clôture au-dessus du pivot. Donc, on est resté en dessous. Et là, cette semaine, on valide. Donc, le mois d'août, là, est en mode correction vers le bas du range. Et en vue hebdomadaire, vous voyez sur la droite, on a ce petit canal haussier. Je l'ai réactualisé hein, puisqu'on est en mode correctif maintenant. Donc, on a soit la zone de canal, la zone basse du canal haussier, soit la zone base du range. Ici, ce sont deux zones de support que les acheteurs sur lesquelles les acheteurs devraient réagir. Et enfin, le DAX, l'indice allemand, idem, hein, on a fait une tentative en mensuel d'incursion au-dessus du pivot, on est venu reclôturer à l'intérieur, donc pas de signal, pas de signal particulier d'achat sur le DAX pendant le mois de juillet. Là, cette semaine et ce mois-ci, donc on est reparti vers le bas du range. Donc pour faire le bilan des opérations, hein, au final, c'était bien parti pour le Nasdaq et le SP500. Le SP500 a fini par clôturer au mois de juillet par un signal acheteur sur le long terme qui est en train d'être invalidé actuellement. Sinon, sur tous les autres indices internationaux, on n'a pas eu la validation de ce signal de bull market, même si à quelques séances, on y était. Et voilà, au final, ça s'est invalidé au dernier moment. Donc voilà, l'analyse technique ne nous sert pas, encore une fois, de prédire l'avenir, mais simplement de définir le contexte de marché dans lequel on est. Donc, soit un marché haussier, soit un marché en range, soit un marché baissier. Donc, c'est pas très compliqué, c'est 3 états de marché. Et en fonction de ces 3 états de marché, on va avoir un money management qui sera en adéquation avec les espérances de gains et les pourcentages de réussite des trades sur chaque type de marché, haussier, en range ou baissier. Donc, c'est uniquement à cela que nous sert cette analyse du sentiment de marché que je fais semaine après semaine depuis des années. Et ce n'est certainement pas dans le but d'aller trader directement les indices. Parfois, on me demande pourquoi. Eh bien, tout simplement parce que quand on trade les indices en direct sur des unités de temps daily ou hebdomadaires, les espérances de gain ne sont pas suffisantes. Hein. Les fluctuations sont extrêmement limitées comparativement à ce qu'elles pourraient être sur le marché des cryptos, par exemple, ou sur les actions individuelles lorsqu'elles sont bien choisies grâce à nos screeners et grâce à la reconnaissance des patterns, chose que j'apprends à mes élèves dans mon école de bourse qui, je le rappelle, les inscriptions ouvriront début septembre et ça n'ouvre qu'une fois par an. Donc cette semaine, je vais vous montrer un petit cas pratique. Je vous rappelle que l'idée de cette vidéo hebdo, c'est certainement pas faire de conseils boursiers. J'ai décidé de parler régulièrement maintenant des termes approche prophétique et approche statistique parce que il y a une espèce d'incompréhension de la bourse en pensant que parce qu'on prend un trade, si le trade ne monte pas jusqu'au ciel, on s'est gouré. Et si le trade monte jusqu'au ciel, ça veut dire qu'on est super bon. Alors qu'en réalité, c'est le hasard qui mène totalement la danse. La seule manière de tromper le hasard, c'est d'avoir un avantage statistique et de l'utiliser suffisamment longtemps dans le temps pour pouvoir en dégager les fruits. Et pour durer dans le temps, il faut du money management. Donc, money management plus approche statistique égale j'ai une bonne activité, j'utilise des bons outils en bourse. Tout le reste, ce n'est que du loto, c'est que de la bourse casino. Donc, cette action ARCAD, donc c'est une action européenne, c'est un swing trade basé sur une unité de temps en daily. Donc, on voit ici en hebdomadaire qu'on a déjà cette large base qui est pas très belle. Il y a beaucoup de volatilité dans cette large base. Vous voyez que là, le creux est assez important. Par contre, ici, vous voyez que la petite micro-base, là, elle est vraiment bien serrée. On a ensuite cette cassure. Donc, on émerge de ce qu'on appelle, en fait, c'est une recovery. Vous voyez, on a baissé, on a construit cette large base et ensuite, là, une nouvelle tendance émerge ici avec notamment des volumes. Donc là, on se dit, OK, cette action,
on est en début de nouvelles tendances, de nouveaux cycles moyen terme. S'il y a une première consolidation qui se dessine, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Bien entendu, la grande problématique qu'on a dans notre approche, c'est qu'il y a énormément d'actions qui sont dans ce genre de situation, mais très peu dessinent de belles consolidations, de belles premières ou de belles deuxièmes consolidations. Donc ici, on observe tranquillement ou tout simplement on lance ces screeners tous les soirs et si vous faites du trading, de la spéculation en post-breakout, les screeners vous retournent cette action pile poil à ce moment-là. Donc, le soir, tranquillement, pendant votre petite routine, vous lancez vos screeners et vous tombez sur cette action parce qu'elle est en breakout. Là, il y a des volumes en augmentation. On a cassé le pivot. On se rend compte qu'ici, en hebdomadaire, on est sur une première consolidation là, suite à un retournement de tendance. Là, marché baissier, retournement de tendance, première consolidation. Donc, on a du potentiel à la hausse. On a la cassure. Donc là, on peut se dire, OK, demain, prise de position. Je mets mon stop en dessous la base. Et là, c'est littéralement, entre guillemets, une chance sur deux. Sauf que si je me gourre, entre guillemets, c'est pas je me gourre, c'est si les marchés décident de ne pas payer sur ce trade, je sais exactement combien je perds à l'avance et c'est ce qu'on appelle une unité de risque. Donc, si je rentre en position là et que mon stop est ici, la distance entre ma prise de position et mon stop, elle est connue à l'avance et je sais combien je vais mettre de capital. Par exemple, là, je peux dire cette distance représente... Je ne connais pas la taille de vos capitaux, mais je peux dire qu'elle représente 100 €. OK? Donc, je sais exactement combien je suis prêt à perdre sur ce trade. Par contre, en gain, je vais laisser tout simplement le trade se faire. Et là, ça peut être des multiples de cette perte. Je peux gagner 100, puis 200, puis 300, puis 400, etc. Ça peut être un multiple de 1 par 10, par 15. Et en répétant ce genre de process, c'est-à-dire en sélectionnant des actions qui sont en début de reprise de tendance ou en tout cas qui ont vraiment des potentiels comment on appelle, un risque-reward, un multiple de notre perte assez intéressant, on va prendre les trades. Et ça, c'est sur le nombre de trades au cours d'une année. Si vous en faites 20 super bien sélectionnés ou 100 correctement sélectionnés, ça le fait à partir du moment où vous maîtrisez bien vos pertes, vous allez pouvoir profiter d'un avantage statistique sur les marchés. Donc voilà, là, en gros, le trade, on ne sait absolument pas. On ne peut pas savoir s'il va réussir ou pas. On ne peut pas savoir dans quelle proportion il va réussir ou pas. Tout ce que l'on sait, c'est qu'on a sélectionné quelque chose de sympa. Et le risque par trade, là, typiquement, on l'a défini sur la base du sentiment de marché. On n'est pas dans un bull market, donc on va prendre quasiment 2 fois moins de risque que si on était sur un bull market. C'est-à-dire que là, je vous ai dit, je suis prêt à perdre 100 €. Si vous étiez dans un bull market, peut-être que vous auriez pu vous dire, je suis prêt à perdre 200 €. Et encore une fois, ces 100 € ou ces 200 €, ils dépendent directement de la taille de votre capital. Si vous avez un capital de 1 million d'euros, bien entendu que vous n'allez pas risquer 100 ou 200 € sur ce genre de trade. Vous allez risquer bien plus. C'est une parcelle, une fraction du capital de trading que vous devez risquer sur chaque trade et vous devez être capable de pouvoir absorber 10, 15, 20, même 20 trades d'affilée perdants, même si dans les faits, ça n'arrivera probablement jamais dans votre vie de spéculateur. Mais en théorie, voilà, c'est comme ça qu'il faut réfléchir. Il faut se dire, OK, si j'absorbe 15 trades d'affilée perdants, quelle tronche à mon compte de trading ? Et dans quel état psychologique et émotionnel je me retrouve? Est-ce que ça va m'empêcher de reprendre mon activité de spéculation de manière sereine ou pas? C'est tous ces déterminants psychologiques qu'il faut prendre en compte et il faut les calquer, les aligner avec une approche statistique et une approche de money management. Tout le reste en bourse, littéralement, vous pouvez retourner le problème dans tous les sens que vous voulez. C'est comme aller au casino, soit vous êtes le casino, soit vous êtes le joueur de casino. Donc en gros, vaut mieux être le casino que le joueur. C'est toujours la meilleure position pour perdurer sur le long terme et extraire une rentabilité de la bourse.
Relève-toi, petite souris. Ce que tu as oublié en t'attaquant à la bourse, c'est qu'il faut agir différemment des 90% de boursicoteurs. Et pour apprendre à faire cela, il te faut rejoindre un groupe très fermé de personnes dans lequel tu apprendras à faire deux choses. Tout d'abord, tu apprendras à spéculer sur les actifs les plus prometteurs dans le but de générer une rentabilité hors du commun et sans risquer ta chemise. Cela te réclamera moins d'une demi-heure chaque soir. Puis ensuite, tu apprendras à gérer un portefeuille long terme qui sécurisera ton avenir financier et ta retraite. Je serai ton professeur car tout cela je l'enseigne dans mon école de bourse en ligne, LSL le spéculateur libre. L'unique problème, c'est que les inscriptions n'ouvrent que quelques jours une fois par an. Si tu ne veux pas qu'une autre sourisette te prenne ta place à la rentrée de septembre, clique sur le lien en descriptif et laisse-moi ton contact email. Au début du mois de septembre, je t'enverrai des informations pour rejoindre notre communauté. Rendez-vous le 1er septembre.